Hello tout le monde, c'est Madame Picsou et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast. Vous le savez, sur ma chaîne, on parle d'argent, de budget, sans détour et sans faux semblants. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, je le sais, va résonner pour beaucoup d'entre vous, je l'espère en tout cas. On va parler de ce qu'on aurait dû faire à nos 20 ans. Alors quand je dis à nos 20 ans, c'est pas précisément l'année de nos 20 ans, je parle de la vingtaine, des années de la vingtaine. Alors c'est pas du tout un podcast qui a pour objectif de se flageller, de nous nourrir de regrets inutiles, mais d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas su, pourquoi personne ne nous a appris, et surtout parce que moi j'aime bien rester sur des notes optimistes, et surtout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rectifier un petit peu le tir, parce que je suis persuadée que ce n'est pas trop tard. Et ça, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout au long de cet épisode. Alors, si le sujet vous intéresse surtout, prenez-vous un petit café, un petit thé, installez-vous confortablement. Et c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, avant même de parler d'erreurs ou de regrets, moi, je voudrais poser une réalité. Une réalité que, malheureusement, je ne retrouve pas beaucoup dans les contenus finance que je suis. Faut croire que je ne creuse pas suffisamment, mais c'est la sociologie. Moi, pour ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps maintenant, qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, vous le savez, la sociologie, j'adore ça. Et faudrait poser une réalité en préambule, on ne part pas toutes de la même case. Ce qui veut dire que notre rapport à l'argent, il est construit bien avant qu'on ait le moindre mot à dire, le moindre euro à gérer sur notre carte ou dans notre poche. C'est un rapport qui se construit par notre famille, notre environnement, les conversations qu'on a ou qu'on n'a pas entendues en grandissant. Et c'est ça la sociologie. Il existe ce qu'on appelle le capital culturel financier. Certaines familles transmettent naturellement des réflexes autour de l'argent. On parle d'épargne, d'économie, de placement, de patrimoine. Pas parce que les parents sont des experts en finance ou travaillent en banque, mais surtout qu'eux-mêmes ont été exposés, je pense, à ces sujets et les ont reçus en héritage. Par conséquent, ils le transmettent, ce qu'ils ont reçu avant. Dans d'autres foyers, l'argent va plutôt être un sujet tabou, une source de stress, quelque chose dont on ne parle pas forcément à table, et ça se comprend parce que quand on vit en flux tendu, ça devient un sujet un peu difficile, délicat, douloureux. Et les enfants qui vont grandir dans ces environnements arrivent à l'âge adulte avec déjà très peu de vocabulaire financier, et je vous le dis en tout état de cause parce que j'ai appris très tardivement ce que le mot action voulait dire, ce que le mot ETF signifiait, ce que le mot découvert signifiait. Et quand je vous dis tardivement, je crois que je l'ai découvert entre 25 et 30 ans. Donc dans ces milieux-là, on n'a pas forcément de réflexe d'épargne et il y a très peu de possibilités d'agir autrement. Alors c'est pas du tout une question d'intelligence, de quotient intellectuel, c'est ni une question de volonté comme certains politiques aiment bien dire, c'est une question d'exposition, c'est une question d'inégalité, une question de transmission de capital. Il y a un deuxième facteur aussi que le monde de la recherche en comportement a bien documenté, c'est le stress financier chronique qui empêche les gens de penser à long terme. Quand on vit en flux tendu, qu'on vit de salaire en salaire, paycheck to paycheck, quand on a du mal à boucler les fins de mois, le cerveau il est tout de suite en mode survie et il pense au lendemain, ce qu'on va manger, ce qu'on aura dans le frigo, et il n'arrive pas forcément à penser à ce qu'il y aura sur le compte bancaire dans 10 ans grâce à un ETF, grâce à une action placée, achetée. Non, voilà, c'est neurologique aussi, le stress financier, l'urgence. On peut également parler d'inégalité du droit à l'erreur. Je m'explique. Quand vous avez un filet de sécurité familiale, vous pouvez vous permettre de vous planter, de recommencer, de prendre des risques. Et je vais l'illustrer avec un exemple qui peut-être vous parlera. Quand vous êtes issu d'un milieu précaire ou
ou un milieu plutôt pauvre, et que vos parents, le système vous finance des études, le droit à l'erreur, là on le ressent bien, l'impossibilité du droit à l'erreur. Les étudiants qui sont issus de milieux précaires, ils se mettent un stress permanent sur la réussite de leurs études. Ils peuvent pas prendre de risques en fait. Quand ils entament un chemin, c'est pour réussir, c'est pas pour échouer et se reconvertir. Quand ce filet n'existe pas, justement, chaque erreur va coûter beaucoup plus cher, financièrement, émotionnellement. Voilà, on a besoin de la bourse, on a besoin de réussir ses études, sinon on n'a plus la bourse. Observez d'ailleurs ce schéma un peu, ce cercle vicieux. Et ça va conditionner profondément la façon dont on va oser faire des choix ou on ne va pas oser, à l'inverse, faire d'autres choix. Bref, tout ça pour dire que si à 20 ans vous n'avez pas épargné, pas investi en immobilier ou en ETF ou en actions, si vous avez mal géré votre argent et que vous l'avez dépensé dans les dernières Santiago inspirées de Beyoncé ou Britney Spears, peut-être que les conditions elles n'étaient tout simplement pas réunies et c'est important de le dire, que vous le disiez à vous-même. Voilà. Peut-être que vous êtes capable de répéter la phrase suivante. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Alors maintenant qu'on a posé ce cadre sociologique, on peut peut-être parler des erreurs. Alors pas pour culpabiliser, je le répète, mais parce que les erreurs, il faut toujours tenter de les comprendre. Et le fait de tenter de comprendre, de décortiquer une erreur, c'est déjà être en phase pour éviter de les répéter. Je sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, l'idée, c'est une erreur, on nous enseigne toujours. Alors moi, je me suis fait ma petite liste parce que j'ai commis pas mal d'erreurs durant ma vingtaine, mais j'en ai isolé 4 que je vais partager ici. La première erreur, c'est que quand j'avais 20 ans, je confondais beaucoup revenus et richesse. À 20 ans, on croit souvent que plus on gagne, plus on est riche, ce qui est faux. Parce que la richesse, c'est ce qui va rester. C'est la différence entre ce qu'on a gagné, ce qu'on a dépensé, ce qu'on a mis au travail entre-temps. Quelqu'un qui va gagner 4 000 € par mois et dépenser tous ces 4 000 €, il est moins riche à terme que quelqu'un qui gagne 2 000 et met 500 € de côté chaque mois sans exception. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi, pendant ma vingtaine, j'ai fait énormément de jobs étudiants en parallèle de mes études. Et je crois que j'avais pas cette clarté d'esprit. J'ai beaucoup confondu revenus et richesse, en m'empêchant d'épargner, par exemple. L'erreur numéro 2, c'est que j'ai longtemps cru, pendant que j'avais 20 ans, si vous voulez, j'ai longtemps utilisé la formule « Oh, c'est pas pressé, ça peut attendre, j'ai le temps pour économiser, j'ai le temps pour acheter un appart. » Ça, c'est la phrase la plus coûteuse en finances personnelles. Elle coûte cher, cette phrase. Pas parce que c'est faux, mais parce qu'on a effectivement du temps à 20 ans. Mais le temps, il est précisément notre ressource la plus précieuse. Chaque année, sans épargner ou sans investir, c'est une année de croissance que vous ne pourrez jamais récupérer. Les intérêts composés, ils travaillent pour nous, pour vous, ou contre vous, si vous n'épargnez pas. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas se poser la question, il faut agir. Donc si vous avez 20 ans et que vous écoutez ce podcast, s'il vous plaît, ne dites pas ça attendra plus tard, commencez maintenant. La troisième erreur, c'était le fait de ne pas avoir eu de stratégie. Alors évidemment, je ne sors pas d'une école de commerce, donc je n'ai pas rien contre les écoles de commerce, mais je pense que je n'avais pas ce mindset de la stratégie financière. Je pense pas qu'il faille un plan complexe, mais le fait d'avancer dans la vie sans intention, sans objectif, finalement, c'est comme si on avançait à l'aveugle. Voilà, je crois que c'est clairement ça. À 20 ans, j'avais pas d'objectif de vie, je vivais au jour le jour. Je profitais de la vie. I was enjoying, guys. I was enjoying.
Et je me posais pas la question où va mon argent chaque mois. Dans quel compartiment de ma vie va mon argent? Combien est-ce que je peux mettre de côté? C'est quoi mon objectif dans 5 ans? Ça, c'est une question qui est magnifique, moi, aujourd'hui. C'est une question que j'ai beaucoup de journaux, de petits carnets, que j'achète dans le même magasin que vous. On se connaît, on se comprend. Et dans ces petits carnets, voilà, j'écris beaucoup d'intentions. Et une intention que j'aime beaucoup rédiger, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 6 mois? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ça, j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que j'ai l'impression de mettre en place, en plus je le grave dans un carnet, je l'écris, donc ça reste, ça a un caractère un peu officiel. Je me donne l'impression de me donner des objectifs de vie. C'est des questions simples, hein, mais si on ne se les pose pas, l'argent s'évapore. C'est mécanique, c'est comme ça. Donc ça, c'est ce que je regrette de ne pas avoir fait pendant mes 20 ans, de me poser la question, c'est quoi ton objectif dans 5 ans? C'est quoi ton objectif dans 6 mois? Mais même, c'est quoi ton objectif le mois prochain, financier? Ton objectif financier, qu'est-ce que c'est, concrètement? Les 200 € que tu vas mettre de côté, à quoi ils vont te servir? Et je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître vraiment futile, mais je crois que l'exemple sera pertinent. Mais si une gamine de 20 ans me dit « mais je mets 200 € de côté parce que le mois prochain, je voudrais m'acheter la dernière skincare », ben moi, j'applaudis, quoi, parce qu'il y a un objectif, il y a une stratégie qui est mise en place. Voilà, elle a mis 200 € de côté parce que le mois prochain, elle complétera avec d'autres 200 € et qu'elle aura ses 400 € qu'elle aura épargné, elle aura un objectif qu'elle aura tenu. C'est génial. C'est génial. Ayez des objectifs dans la vie. Et enfin, parce que j'irai pas plus loin, ça suffit de s'auto-flageller quand même, l'erreur numéro 4, je dirais que c'est qu'à 20 ans, j'avais pas beaucoup d'intérêt. Alors certes, j'ai toujours été une grande lectrice, une passionnée de lecture, j'ai toujours aimé dessiner, mais je me suis pas beaucoup intéressée. Et là, je parle à celles qui avaient déjà accès à l'information sur les finances, qui nous ont mis une distance d'avance. Et à celles aussi qui ont remis ça à plus tard, comme moi, par des intérêts. En fait, je vous parle à vous toutes. Les finances personnelles, ça s'apprend. Et il faut s'intéresser à ce sujet-là. Je m'adresse aux femmes notamment parce qu'on est souvent mises à l'écart de ce sujet, de ces thématiques, parce qu'on est encore considérées comme des citoyennes de seconde zone dès qu'on parle de finances. L'air de dire que c'est pas un sujet pour les femmes, mais je crois qu'il faut mettre les pieds dedans, les mains dedans, il faut mettre le corps. Mais les femmes, ça y est, on doit changer de mindset et se comporter comme des lionnes. Et plus tôt on commence à apprendre, plus tôt on cesse de subir des inégalités financières. Parce que je le rappelle quand même, les inégalités et la violence financière, elle est systémique et elle est surtout très orientée vers les femmes. Alors, on a parlé de pourquoi on n'a pas su faire, on a parlé de nos erreurs. Maintenant, je voudrais essayer de parler de la suite, du reste, parce que je rencontre beaucoup de femmes dans mon quotidien. Des femmes qui ont 30, 35, 40 ans et qui se disent que c'est trop tard, que ça y est, le train il est parti, que les autres ont pris trop d'avance, que c'est un sujet d'homme, que les finances c'est réservé aux hommes, qu'elles n'y comprennent rien. Et c'est marrant parce que hier encore j'assistais à un webinaire d'une Instagrammeuse, d'une influenceuse Instagram, je sais pas trop, je suis pas très à l'aise avec le lexique, qui proposait donc un webinaire sur le trading au féminin. Donc moi j'y vais en toute curiosité et je m'aperçois très vite lorsqu'elle fait l'appel, parce que comme maintenant je fais pas mal de webinaires, je m'aperçois que tout le monde fait l'appel au début. On est un peu à l'école. Et quand elle a fait l'appel, connectez-vous les filles, etc. Je me suis aperçue qu'il y avait que des femmes dans le live. Et franchement, intérieurement, j'étais, dans mon bureau chez moi, j'étais hyper fière. Donc petite parenthèse, mesdames, mais
continuez à vous informer, à vous instruire sur le sujet des finances. On a le droit, on est légitime, complètement légitime. Donc je reprends ce que je disais. Déjà, c'est jamais trop tard. Vraiment, c'est jamais trop tard. Et dites-vous que la meilleure date, le meilleur moment pour commencer, c'est peut-être aujourd'hui en écoutant mon podcast. Prenez quelqu'un qui commence à investir à 35 ans par exemple. Si elle met de côté régulièrement pendant 30 ans, jusqu'à ses 65 ans, elle a peut-être 3 décennies de croissance de bourse devant elle. Franchement, c'est pas négligeable. C'est même plutôt considérable. On peut s'en sortir à 65 ans avec un beau pactole. Je vise les 65 ans parce que vous et moi savons que la retraite officiellement, c'est un projet qui est un peu en suspens. Récemment, je suis allée faire les simulations. La machine n'était même pas capable de me donner une estimation. C'est pour vous dire. La seule chose qui va changer quand on commence à investir plus tard, c'est que on n'a plus le luxe d'être dans l'inaction. Voilà, on doit être plus intentionnel, plus structuré, faire des choix intentionnels, réfléchir à où on veut mettre son argent. Mais c'est possible. Et c'est complètement libérateur même de le réaliser. Il y a quelque chose que j'observe régulièrement en scrollant sur Instagram, TikTok. Oui, je l'avoue, je suis sur TikTok. Les femmes qui commencent à s'occuper de leur argent, entre guillemets en retard, elles rattrapent vite ce retard parce qu'elles arrivent avec une certaine maturité, une maturité de vie, parce qu'à 30, 35, 40 ans, on n'a pas le même salaire que l'on peut avoir à 20 ans. D'accord ? C'est des femmes qui sont donc mûres, matures, qui ont des objectifs clairs, qui ont une discipline de vie aussi que l'on n'a pas quand on a 20 ans. Donc je crois que j'ai envie de dire que mesdames, ladies, please, mesdames, s'il vous plaît, le moment idéal n'existe pas. En fait, le vrai moment idéal, c'est là, c'est maintenant. Dès que tu auras fini d'écouter mon podcast, s'il te plaît, tu vas taper sur YouTube ou sur d'autres plateformes la bourse, l'éducation financière, le trading, comment investir, d'accord ? Ça, c'est super important. C'est super important que les femmes prennent possession, prennent une revanche sur l'argent, sur la question des finances. Parce que la vulnérabilité systémique dont je parlais, elle est réelle. J'aimerais bien aborder un sujet dont on parle pas assez. Bon, je l'ai évoqué dans les minutes qui ont précédé ce que je viens de dire maintenant. Mais je crois que c'est la partie la plus importante de cet épisode. Les femmes, elles sont structurellement plus vulnérables financièrement. Et c'est pas de notre faute. C'est pas du tout de notre faute. Déjà, à travail égal ou comparable, les femmes gagnent encore moins que les hommes dans la plupart des secteurs. Elles vont interrompre leur carrière parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles vont s'occuper de leurs proches, parce que les femmes sont plus aidantes que les hommes. Je ne blâme pas les hommes, attention, c'est pas l'idée de ce podcast, on est très factuel ici. Donc les femmes, quand je dis elles sont beaucoup aidantes, c'est-à-dire qu'elles vont s'occuper des membres de leur famille qui ont besoin d'aide et qui sont pas autonomes, des parents vieillissants par exemple. Et ça, ce sont des choix des choix systémiques, ou culturels, qui impactent beaucoup leurs revenus, leur évolution salariale et, in fine, leur droit à la retraite aussi. Elles partent à la retraite avec des pensions qui sont, de manière significative, inférieures à celles des hommes. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, c'est que l'éducation financière, ça reste aujourd'hui un pan massivement masculin. Et testez, allez sur YouTube, tapez en mots-clés sur la barre de recherche les mots suivants, finance, trading, bourse. Et je mets ma main à couper que les premiers résultats seront des influenceurs, des contenus masculins. Et c'est vrai que les conversations sur l'investissement, les marchés financiers, la gestion de patrimoine, ce sont des conversations qui se déroulent majoritairement entre des hommes. Dans les familles, c'est souvent le père. Dans le modèle classique nucléaire, c'est souvent le père qui va gérer, qui va décider, qui va s'occuper. Et les filles grandissent en observant que l'argent, finalement, c'est un domaine masculin. Et elles ont intériorisé ce message. Pas consciemment, je pense, mais profondément.
Il me semble qu'il y a des études aussi qui montrent que les femmes ont tendance à se sentir moins légitimes sur ces sujets financiers que les hommes, même à niveau de connaissances équivalent. Maîtrise. Même en bluffant. Les femmes, elles vont davantage douter d'elles-mêmes, s'imaginer que c'est compliqué, que c'est un peu scientifique, donc elles seront un peu rebutées. Se dire que c'est pas pour elles, qu'elles feraient mieux de laisser ça à des personnes plus compétentes. Ce doute, il a été entretenu pendant des décennies et ça coûte cher aujourd'hui finalement, ça coûte cher aux femmes. Parce que ça les pousse à être passives d'un point de vue financier et à confier leurs finances à des intermédiaires. Donc la dépendance financière, qu'elle soit totale ou partielle, qu'elle soit choisie ou non, dans un couple, vis-à-vis d'un système, mine de rien, c'est une forme de vulnérabilité. Parce qu'elle est limitante, elle limite la liberté de choix. Elle peut par exemple rendre une séparation de couple pire. Les effets d'une séparation de couple marié notamment, ça peut être terrible quand vous êtes une femme non éduquée financièrement. Une perte d'emploi aussi, un accident de la vie. On n'y pense pas souvent, mais on n'est pas à l'abri d'un accident de vie, type accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, qui nous laisse paralysés ou autre chose. C'est vraiment, ça rend les choses plus compliquées à traverser. Donc se former à la finance, c'est vraiment prendre en main ses comptes, construire son propre matrimoine, j'ai envie de dire. C'est pas du luxe pour les femmes, c'est une nécessité. C'est une forme d'autonomie fondamentale. Et c'est exactement pourquoi cet épisode aujourd'hui est plus long que les autres. Alors voilà où on est. Je chute vers la fin. Vous avez compris pourquoi, à mes 20 ans, j'avais pas les clés. Vous avez compris pourquoi les erreurs les plus fréquentes, elles sont pas forcément fatales, mais elles laissent des traces, des cicatrices, pourquoi elles arrivent. Mais vous savez surtout que c'est pas trop tard. Vous avez compris que cette question d'argent, pour les femmes notamment, c'est une question de liberté. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs le Money Book, mon workbook digital sur lequel j'ai travaillé pendant quelques semaines là. Il est déjà disponible. Le Money Book, c'est un guide que j'ai conçu, que franchement j'aurais voulu avoir à mes 20 ans. Celui que personne m'a donné. Moi, je suis j'adore apprendre de manière ludique. Et je pense que j'aurais été très sensible à un cahier d'exercice tel que le Money Book que je vous propose aujourd'hui. Donc ce que vous trouverez à l'intérieur, c'est un bilan financier complet pour faire le point honnête sur votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses, vos dettes, l'épargne, votre capacité d'épargne, vos dépenses intentionnelles ou émotionnelles, plein d'exercices pour clarifier un peu vos objectifs financiers à court, moyen, long terme, parce que on l'a vu maintenant, on remet pas ça à plus tard, ce n'est plus un plan. Vous verrez aussi des petits exercices sur l'investissement. Quand on parle d'investissement, souvent on pense à argent, investissement financier, mais investir en soi, c'est par exemple se payer une formation pour apprendre, pour se performer dans un domaine, par exemple. Ça, c'est de l'investissement en soi. Payer un livre sur les finances personnelles, c'est de l'investissement en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de pages de réflexion aussi que j'ai créées pour un peu reprogrammer votre rapport à l'argent en profondeur. Le lien, il est dans la description. Et maintenant, je vais être direct avec vous. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, c'est que forcément, ce sujet, il vous concerne ou il vous intéresse. C'est que quelque chose a résonné en vous. C'est que vous en avez assez aussi de subir votre situation financière sans savoir où va votre argent. Et maintenant, vous ne doutez plus, vous savez peut-être où commencer. Donc, je vous propose le Money Book, c'est votre point de départ. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas quand on se sentira prête. Non, c'est maintenant. Parce que chaque mois sans structure, sans ossature, sans stratégie, sans intention, c'est de l'argent qui part, qu'on jette par la fenêtre. Et qu'on ne récupérera jamais. Et moi, j'estime que nous, les femmes, on mérite de comprendre notre argent, nos dépenses, nos finances. Et on mérite surtout de s'autopiloter. On mérite d'être libre.
Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Madame Picsou. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, partagez-le à une femme dans votre entourage qui en a besoin, parce que cette conversation, on devrait l'avoir avec tout le monde et on devrait la partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Madame Picsou et on se retrouve très vite.